Bonjour à tous, bienvenue, c'est la reprise, ça y est, une nouvelle émission des clés de l'IMO, les clés de l'immobilier. Ce rendez-vous hebdomadaire chaque vendredi ici en direct depuis la homepage du Figaro.fr et sur la page Facebook du Figaro Immobilier pour vous donner plein de bons conseils, des bons plans, vous qui souhaitez acheter, investir, faire construire. Vous vous posez beaucoup de questions, c'est tout à fait normal, on est là pour y répondre en direct avec un expert en plateau. Alors après les SCPI, après l'international, après l'immobilier neuf, aujourd'hui on revient aux fondamentaux, c'est l'achat, la vente, les contrats, les garanties avec un expert en plateau qui est notaire, qu'on est très heureux d'avoir aujourd'hui, c'est Maître Charles Flaubert. Bonjour Maître. Bonjour Olivier. Tout va bien Charles? Alors Charles, c'est une première ici, absolument, en direct depuis le Figaro.fr. Un mot quand même de la Chambre des notaires du Grand Paris. Eh bien, écoutez, on essaye de rendre les notaires une cohérence au niveau de l'Île-de-France, du Grand Paris, avec un produit, une offre pour les clients de les offices qu'on essaye d'améliorer tous les jours et de rendre plus intégrée, plus complète et d'avoir une cohésion, une cohérence plus grande des confrères dans toute la compagnie, dans le Grand Paris maintenant, il faut raisonner Grand Paris. Voilà. Absolument. Merci en tout cas à vous tous qui nous avez posé des questions depuis qu'on a annoncé la venue ici de Maître Charles Flaubert. Donc beaucoup de questions, on ne pourra pas toutes les poser. N'oubliez pas qu'il y a le forum immobilier que vous pouvez consulter, vous pouvez interagir. D'ici là, en tout cas, nous sommes présents jusqu'à 13h30. On a fait une sélection d'une quinzaine de questions. On est là pour y répondre de façon très pratique et très pédagogique. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez, on démarre. Première question. Alors, c'est une question d'Anaïs. Avec mon ami et le père de mes enfants, nous avons signé chez le notaire un compromis pour l'achat d'une maison. La demande de crédit a été acceptée, mais nous souhaitons mettre fin à cet achat car malheureusement, nous nous séparons. Est-ce que c'est possible et sous quelles conditions? Alors, c'est un petit peu difficile puisque Anaïs a bénéficié d'un droit de rétractation de 10 jours au moment de la signature du compromis de vente, de la promesse de vente. Manifestement, elle n'a pas usé ce droit. Elle bénéficiait également d'un droit, probablement d'un droit qui s'appelle une condition suspensive de prêt en sa faveur. Et donc, si jamais elle n'avait pas obtenu son prêt, elle aurait pu se retirer de l'opération sans difficulté pour elle. Là, il semblerait donc, si je comprends votre question, qu'à la fois, elle ne s'est pas rétractée, elle a bénéficié de cette condition suspensive de crédit, mais elle a bien obtenu son crédit. Donc c'est pas très bien parti. Voilà, plutôt pessimiste là-dessus, c'est un peu compliqué. Tard. Voilà, un petit peu compliqué, c'est un peu tard. Je pense qu'il conviendrait de prendre attache. Il faut dans la vie toujours dire la vérité. Il faut prendre attache avec le notaire du vendeur, si c'est pas son notaire, et essayer de trouver une solution avec le vendeur pour essayer de sortir de la vente sans trop de dégâts. Mais la situation n'est pas excellente. D'accord. Et généralement, donc, quand il y a séparation, de façon générale, quand on revend, on reprend, on peut racheter une part de l'autre. C'est ce qui se fait généralement. Quand on est propriétaire, on peut effectivement se faire ce qu'on appelle une licitation, c'est-à-dire qu'en réalité, on achète la quote-part de l'autre. C'est tout à fait possible, mais là, on est plutôt dans un cas où l'achat n'a pas encore été effectué. Voilà. Donc, malheureusement, il convient de prendre attache rapidement avec le notaire du vendeur et d'essayer de trouver une solution. Allez, on passe à la question suivante. Alors, c'est une question de Mayaline. Lorsque l'on souhaite acheter un appartement dans une copropriété, comment savoir s'il y a des travaux de prévus, type façade, toiture, etc. Alors, c'est une excellente question qui est vraiment importante parce qu'elle va conditionner le montant des charges, des travaux en tant que tels dans le futur. Comment s'en assurer? Je dirais qu'il convient de vérifier les assemblées générales de copropriété antérieures. Pourquoi? Parce que si Mayaline se rend compte que des travaux importants ont été proposés, mis à l'ordre du jour, mais qu'ils ont été refusés, type réfection de la toiture, elle peut s'attendre légitimement dans un futur proche, à avoir ces travaux qui vont repasser en vote et qui vont être votés, donc qui iront à sa charge. C'est fondamental. C'est fondamental. Un budget, on a besoin d'anticiper et de savoir effectivement qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, Mayaline, évidemment, de se renseigner. Voilà. Et sur la loi Elan aussi, maintenant, en matière de transparence, je crois que le syndic aussi doit fournir. Alors, on a effectivement donc les assemblées générales de copropriété, on a
également le carnet d'entretien, Ouais. qui est un élément utile, qui recense les derniers travaux, notamment les derniers travaux, les contrats d'entretien de l'immeuble. On peut également, tout simplement, on peut conseiller à Mayaline d'appeler le syndic, tout simplement, de lui passer un coup de téléphone, d'aller le voir, d'aller sur place, bien évidemment, mais si elle achète l'appartement, je pense qu'elle a dû y aller. Et aussi, petite idée, si jamais il y a une gardienne dans l'immeuble, aller rendre visite à la gardienne et poser quelques questions. C'est toujours très intéressant. Très Et bien. notamment sur la copropriété de façon générale et pas que sur les travaux. Très bien. Question de Verdier. En dehors du sempiternel emplacement, quels sont les éléments de valorisation d'un bien? Ah, vaste question. Intéressant. C'est intéressant. Mis à part l'emplacement, je dirais bien évidemment l'état du bien. Donc son état, on va dire, est-ce que le bien nécessite des travaux ou pas? Est-ce que ce bien est loué ou est-ce que ce bien est vide? On peut essayer aussi d'être prospectif. C'est toujours intéressant d'essayer de prendre du recul et de se dire, est-ce que l'emplacement est là? Donc on ne se pose pas sur l'emplacement, mais l'emplacement futur. Est-ce que cet emplacement ne va pas s'améliorer dans le futur? Essayer d'être prospectif, ouverture d'une ligne de métro, Là, par vous parlez exemple. de l'environnement. De l'environnement, voilà, est autour, l'environnement. Très important, Voilà. qui donne de la valeur, évidemment, proche des transports, proche des transports en des commun. commerces. Voilà, on rentre sur un emplacement. Voilà. Et puis, alors, est-ce que c'est dans l'emplacement ou pas? Bien évidemment. Est-ce que c'est bruyant? Est-ce que l'appartement est au rez-de-chaussée ou au dernier étage? Est-ce qu'on a des voisins? Quel type de voisins? Comment, on va dire, la copropriété fonctionne, si c'est une copropriété? Beaucoup d'éléments, c'est une très vaste question, mais effectivement, il n'y a pas que l'emplacement, bien évidemment. Elle est fondamentale. Oui, généralement, les notaires viennent souvent nous dire c'est l'emplacement. C'est primordial, mais pas unique. C'est vrai, pas uniquement, évidemment, le prix, là aussi, bien sûr, mais ce qui donne la valeur véritable d'un bien aussi, c'est évidemment aussi très important, c'est l'environnement. L'environnement extérieur, tout ce qui peut donner de la valeur, et notamment quand on parle là, avec les notaires du Grand Paris, tout ce qu'il y a autour de ces futures gares du Grand Paris Express, avec les Jeux Olympiques de 2024 aussi, va sans doute aussi donner de la valeur. Voilà, des travaux importants en cours et des valorisations qui vont sûrement s'améliorer et être bénéfiques pour les propriétaires. Question suivante, alors c'est Evan. Mon père détenait un appartement de 2 pièces à Montpellier depuis 10 ans, d'une valeur estimée aujourd'hui à 170 000 €, qu'il avait acheté 100 000 € à l'époque. Fils unique, j'en hérite. Je suis locataire à Paris. Tous les frais de succession ont été réglés avec le notaire. Pour l'instant, je garde cet appartement pour les vacances, mais si je décide de le vendre l'an prochain, est-ce que je vais devoir payer des plus-values et si oui, combien? Alors c'est une question précise, détaillée, précise. Il convient pour déterminer si de la plus-value est due, de savoir si Evan va vendre l'appartement plus cher que la valeur qui avait été portée à la déclaration de succession qui faisait donc suite au décès. S'il vend cet appartement plus cher que la valeur portée à la déclaration de succession, il est susceptible d'avoir à payer de la plus-value. Ah, donc ce n'est pas par rapport aux 100 000 € typiquement dans le cas, là ce serait par rapport aux 170 000 €. Tout à fait. Le prix d'achat par son papa n'a pas d'influence en réalité. On prend comme valeur pour déterminer une plus-value éventuelle la valeur portée à la déclaration de succession. Donc. Mais, petite précision. On sait tous qu'on a une exonération de plus-value lorsqu'on vend sa résidence principale. Olivier, vous le savez, c'est une question vraiment importante. Tous les Français savent, mais on le sait moins. Vous avez aussi un cas d'exonération lorsque vous vendez une résidence secondaire. Si jamais vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, c'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes locataire. Là, c'est le cas d'Evan. C'est le cas d'Evan, tout à fait. Oui. Et que par ailleurs, depuis 4 ans, il y a une condition, il faut être pas propriétaire de sa résidence principale depuis 4 ans. Et si par ailleurs, vous utilisez le prix de vente de ce bien pour acheter votre résidence principale, alors vous bénéficiez d'une condition particulière, d'une exonération de plus-value à hauteur des fonds réemployés pour acheter votre résidence principale. Donc peut-être qu'en tout état de cause, il n'aura pas de plus-value à payer, Evan. Mais complément, si par exemple il vend 200 000 € ce bien, donc qui appartenait à son papa, dont il a hérité, qui était estimé à 170 000 €, donc ce sont les 30 000 € d'écart. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il peut payer comme plus-value? Alors là, c'est un petit peu difficile de répondre. S'il ne bénéficie pas de cette exonération dont on a parlé à l'instant, on peut dire qu'il convient d'augmenter le prix donc de 170 000 € du montant des frais qu'il avait payés, des droits de succession qu'il avait payés, et le différentiel entre, on va dire, le prix plus les frais qu'il avait payés à l'époque, il a dû en payer, et le prix de vente est soumis à plus-value, donc avec le taux applicable de façon habituelle. Mais le plus simple, c'est d'aller voir son notaire. Il vous fera avec plaisir le calcul gratuitement. Très bien. Question suivante, alors c'est Mirabelle. Mirabelle,
Parfait. Pourriez-vous donner des informations concernant les impôts et les autres obligations fiscales se référant à la location meublée pour étudiants? J'hésite, nous dit Mirabel, à mettre en location une partie de ma maison. Très bien. Alors, c'est très intéressant comme question. On a des questions qui sont, on va dire, fiscalement intéressantes aujourd'hui, puisque là aussi, on a un bénéfice particulier, puisque si on loue sa résidence principale, on va dire, soit de façon habituelle à des gens qui ne vont pas eux-mêmes habiter de façon comme résidence principale, on a une petite exonération fiscale de l'ordre de 760 € si je ne m'abuse, si on fait un gîte par exemple. Et d'autre part, si jamais, à mon avis c'est plus le cas de Mirabel, si jamais on loue une partie de sa résidence principale pour que cela devienne la résidence principale de son locataire, alors si on loue à des conditions, on va dire, normales, qu'on considère comme normales, il y a un barème qui est fixé par région, par l'État, dans ce cas-là, on est exonéré d'impôt sur le revenu bon à savoir, sur ces loyers. Donc c'est très intéressant, effectivement. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas pour les personnes qui ont plus de 60 ans aussi, on parle beaucoup, on a fait des articles dans le Figaro Immobilier sur ce qu'on appelle la cohabitation intergénérationnelle, la possibilité de louer une partie, en tout cas de sa maison, notamment à un étudiant, qui permet aussi voilà, d'avoir des avantages. Ça peut aider aussi au maintien à domicile ou pour faire des courses. Oui, voilà. et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas que l'argent. Est-ce que c'est pas aussi sympathique d'avoir quelqu'un qui vit avec soi et de ne pas être seul, tout simplement, parce que c'est quand même le plus important peut-être, d'avoir l'homme avec un grand H, c'est important. Voilà, et si ça vous intéresse sur la cohabitation intergénérationnelle, il y a notamment le réseau-cozy.org ou encore untoitdegénération.fr pour vous renseigner sur ce type de location qui est la cohabitation intergénérationnelle. Question suivante. Alors Sonia, un DPE incomplet. Donc DPE, diagnostic de performance énergétique. Tout à fait. Un DPE incomplet peut-il remettre en cause une signature? Nous venons d'apprendre que malgré des promesses, nous n'aurons pas le DPE le jour de la signature. Nous avons des doutes sur la conformité. Est-ce qu'on peut rassurer Sonia? Alors, Sonia, donc, si je comprends la question, elle doit être acheteuse, je pense, et donc elle n'a pas son DPE. Le DPE, c'est un document qui est intéressant puisqu'il permet de déterminer la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. Et Dieu sait que c'est d'actualité et Dieu sait qu'on doit tous se poser les bonnes questions et essayer d'améliorer les choses. La planète en a besoin. Simplement, c'est un document qui a un caractère informatif et à mon sens, on ne peut pas reporter une signature en disant qu'on ne bénéficie pas des diagnostics de performance énergétique, puisque c'est un document purement informatif. Il n'y a pas de sanction prévue lorsque ce DPE n'est pas annexé à la promesse ou au compromis de vente. Il faut qu'il y ait le DDT, le diagnostic technique, qui l'intègre en fait avec d'autres choses. Le DDT l'intègre avec d'autres diagnostics, mais c'est vrai qu'il y a des sanctions prévues par les textes. Si par exemple on n'annexe pas le diagnostic relatif à la présence d'amiante, le vendeur ne peut pas s'exonérer des vices cachés pendant 30 ans sur la présence éventuelle d'amiante. Donc ça a des conséquences qui sont très importantes. Donc c'est vraiment primordial. Le DPE, à ma connaissance, il n'y a pas de conséquences sur la non-annexion. Donc je ne vois pas pourquoi ça empêcherait une signature. Voilà. Bon. Voilà Sonia, la réponse en tout cas de Maître Flaubert. Question de Simon. Le projet du Grand Paris va-t-il réduire le fossé des prix des logements entre Paris et sa périphérie ou au contraire l'accentuer? Vaste question. Oui, c'est presque de la philosophie. Écoutez, moi je dirais que certains endroits en périphérie, en banlieue, vont avoir des prix qui vont augmenter. Pourquoi? Parce que la qualité de la desserte va s'améliorer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la qualité de la desserte et la distance entre son logement et les transports en commun est primordiale. Et primordiale parce que ça entraîne une valorisation et c'est vraiment. Alors on dit que les clients veulent être à moins de 10 minutes d'une station de métro par exemple. On parle de 600 mètres. Oui, 600 mètres ou 7 minutes peut-être en marche moins aujourd'hui qu'avant. Simplement, moi je dirais que si on est un peu prospectif, à mon avis, ça va plutôt augmenter le fossé à l'intérieur de la périphérie et à l'intérieur de la banlieue, plutôt que de réduire le fossé entre Paris, qui reste très haut et qui ont 10 000 € du mètre carré en moyenne. 10 000 € du mètre carré à Paris, donc on est évidemment sur des montants qui sont très importants. Et là, parenthèse, je me permets, Maître Flaubert, selon vous,
Bulle ou pas bulle à Paris? Est-ce que c'est vraiment un marché d'utilisateurs ou avec les phénomènes aussi Airbnb et tout ça, il n'y a pas eu... Alors, je ne pense pas qu'il y ait de bulle immobilière à Paris. C'est une question évidemment primordiale, très importante. Moi, je pense qu'il faut être très rassurant pour les clients. Les prix sont élevés, mais on a un marché qui est très fluide, qui est porté comme depuis des années par des taux d'intérêt qui restent bas, ce qui permet d'obtenir des financements important. J'entendais même en venant dans votre studio que des banques allaient peut-être consentir à l'étranger des crédits négatifs, voilà, en Allemagne ou au Danemark. Voilà. Donc je ne vois pas de raison de hausse de taux, donc je ne vois pas de raison d'une baisse des prix. Et en tous les cas, pour moi, il n'y a pas de bulle. C'est vraiment un marché, comme vous l'indiquez, d'utilisateurs. Les gens achètent, mes clients achètent des appartements pour habiter. Ils n'achètent pas des appartements pour les revendre en faisant des opérations immobilières. Donc moi, je suis très confiant et je pense que le niveau des prix est élevé, mais qu'il n'y a pas de bulle, à Paris. Bon, et toujours rappeler, on en profite, on le dit régulièrement aussi, et ayez bien en tête aussi qu'au sein de Paris, il y a des écarts aussi énormes. Entre Odéon, quartier Odéon, on est à 17 000 euros du mètre carré en moyenne. Porte de la Chapelle, 7 000 euros, ce qui fait 10 000 euros d'écart au sein d'une même ville, ce qui est quand même important. Après, dès lors qu'on franchit le périphérique, les prix, c'est vrai, baissent de 30, 40%, voire 50% dans certains endroits. Ayez bien en tête, avec le Grand Paris Express et les gares, mais aussi les Jeux Olympiques de Paris en 2024, c'est vrai qu'il y a des secteurs qui vont prendre de la valeur. On vous le dit régulièrement dans les articles du Figaro Immobilier. On rappelle quelques villes, évidemment Saint-Denis, Saint-Ouen, mais aussi Villejuif, Le Bourget, Villiers-sur-Marne, Bagneux, Aubervilliers, Champigny. En fait, ce sont des communes avec de belles perspectives à la fois en matière de création d'emplois, de mobilité et donc de besoins en logement. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Absolument. Question de Rostand. Je veux acheter une maison près de Valoris qui nécessite des travaux, je pense autour de 100 000 euros. Que me conseillez-vous? Quelles sont les précautions à prendre avant l'achat? Faisabilité des travaux, etc. Alors c'est une question là aussi qui est primordiale parce qu'il faut bien savoir que lorsqu'on achète une maison, on achète une maison en l'état. C'est bête à dire, mais c'est très important. Ça veut dire que le bien est acheté en l'état et que le vendeur, sauf s'il est professionnel de l'immobilier, mais la règle, c'est que le vendeur vous vend le bien en l'état et donc vous n'avez pas de garantie des vices cachés de la part du vendeur. Donc la maison, si la chaudière est détériorée ou si le toit est défectueux, c'est un bien qui est vendu en l'état. Oui. Donc s'il y a 100 000 euros de travaux à faire, donc des travaux qui sont très importants, les conseils qu'on peut donner à Rostand, tout d'abord, bien faire une visite de la maison avec un entrepreneur, un homme de l'art, avant de signer le compromis de vente, pour bien être sûr de l'état de la maison et de l'ampleur des travaux, de ce chiffrage, c'est vraiment primordial. La deuxième chose, c'est qu'il convient bien de se poser la question du financement. Oui. Parce qu'effectivement, 100 000 euros de travaux, probablement il va les faire financer par une banque. Ce ne sont pas les mêmes conditions que pour acheter une maison, de garantie notamment. Donc bien aller voir également son banquier pour le financement de cette opération. Voilà, c'est très important, l'État et le financement, je dirais. Alors, artisan, effectivement, le budget, effectivement, on peut aussi peut-être ajouter dans certains cas aussi d'aller voir la mairie, aussi en matière d'urbanisme. Il y a peut-être des travaux qui ne sont pas autorisés, qu'il faut peut-être prendre en compte et se dire « Ah, mais je pensais pouvoir », et puis finalement, on ne peut pas. Vous n'avez pas le droit, monsieur. Alors, c'est effectivement le cas. Là, si ce ne sont pas des travaux de remise en état, mais si ce sont des travaux qui modifient l'aspect extérieur de l'immeuble notamment, il convient de bien vérifier en mairie les autorisations qui doivent être délivrées, déclaration préalable, déclaration de travaux, ou alors permis de construire, sont possibles. Et si le projet, en réalité, de Rostand est faisable et sera possible avec l'accord de la mairie, si la mairie validera ce projet. Donc, regardez vraiment à la loupe les règles d'urbanisme, si allez voir votre mairie. Ensuite, bien sûr, artisan, faites plusieurs devis, c'est très important. Et puis le budget aussi pour anticiper, à ne pas avoir de mauvaises surprises. La question suivante est un peu longue. Merci Maria de l'avoir posée. On va essayer d'y répondre. Évidemment, très intéressant. Alors Maria nous dit « J'ai signé une promesse de vente le 3 octobre dernier pour un studio de 13 mètres carrés à Paris, plus 1 mètre carré de WC, des parties communes que je vais annexer à ce local en démolissant le mur porteur d'environ 80 cm de largeur qui sépare le WC du studio. Le problème est que le vendeur a coupé une colonne d'eau dans le WC sans m'en informer. Ceci compromet mon investissement locatif puisque je voulais faire la rénovation de ce studio, mais dans ces conditions.
Il faut que j'attende la prochaine Assemblée Générale pour résoudre le problème de la colonne. Est-ce que je peux demander au vendeur une réduction sur le prix ou alors me retirer de la vente? C'est très précis. Merci Maria. Très précis, mais voilà. très précis. Une question technique, mais c'est important et intéressant aussi d'y répondre, bien évidemment. Alors, je dirais que on rentre là, vraiment, on a les mains dans le cambouis, si je puis dire. Dans l'intimité. Voilà, avec le WC. Voilà, voilà. Je dirais qu'il faut déterminer le statut juridique de cette colonne. Est-ce que c'est une partie commune ou une partie privative? Si c'était juste, on va dire, entre guillemets, un tuyau d'eau qui passait dans son appartement, peu importe, elle pourrait le déplacer, tant que c'est dans les parties privatives, il n'y a pas de souci. En revanche, si le propriétaire, donc le vendeur, celui qui veut vendre son appartement à Maria, a modifié une partie commune, là, dans ce cas-là, c'est irrégulier et il convient d'obtenir l'autorisation préalable de la copropriété pour intervenir dessus. Donc, pour répondre à la question de Maria, à mon avis, Maria, si jamais cette colonne d'eau était une partie commune, ce qui semble le cas, dans ce cas-là, vous pourriez effectivement vous retirer de la vente, demander une réduction de prix, je ne sais pas, mais vous retirer de la vente en disant qu'il y a un problème vraiment structurel sur le bien. Et je préciserai quand même tout de même qu'il faut préciser à Maria, pensez bien une chose Maria, c'est que vous devez obtenir l'autorisation de la copropriété en tout état de cause pour annexer la partie commune, c'est-à-dire en réalité, il faut modifier l'état descriptif de division, faire ça par un géomètre, puis après faire approuver ce travail par un géomètre, par une assemblée générale de la copropriété, pour acter le fait que la copropriété vous vend cette partie commune, moyennant un prix à déterminer. Et c'est très important parce que, évidemment, c'est illégal et irrégulier d'annexer une partie commune. Pour régler ce problème, il vaut mieux le faire avant, mais on peut aussi le faire a posteriori. C'est pas l'idéal, mais on peut le faire a posteriori. Dans ce cas-là, on crée un lot, qu'on prélève des parties communes, on modifie les tantièmes de la copropriété. À ce moment-là, la copropriété vous vend ce nouveau lot et donc vous avez un bien qui correspond à la réalité factuelle. Et j'ajoute, et c'est très important, compte tenu surtout des prix aujourd'hui, que dans ce cas-là, ces mètres carrés rentrent dans la loi dite Carrez. Absolument. Parce que sinon, une partie commune annexée ne rentre pas dans la loi Carrez, donc on n'a pas une superficie qui correspond à la réalité, ce qui est évidemment une des cotes importantes pour l'appartement. Et voilà, c'était une réponse d'expert de Maître Flaubert, très précis et très complète dans le domaine. Question de Dan. Je vais acheter un appartement et je souhaite le mettre au nom de mes 2 fils en nue propriété. Comment dois-je procéder et quels sont les risques de la nue propriété? Ah, alors… on peut rappeler le principe de nue propriété? Nue propriété, usufruit. La nue propriété, c'est donc la propriété du bien qui est grevée de l'usufruit. L'usus, c'est le fructus, c'est-à-dire la perception des fruits et l'usage des biens. L'usufruitier habite l'appartement ou le loue et perçoit les loyers. Au décès de l'usufruitier, le nu propriétaire devient plein propriétaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle un démembrement de propriété. C'est toujours bon de rappeler, les bases. Voilà. Alors, pour répondre à Dan, c'est un montage qui est très intéressant. Alors, les risques, on pense, nous professionnels, toujours à l'article 751 du Code général des impôts, qui est d'une certaine façon une présomption, mais qui n'est pas irréfragable, qui n'est pas définitive, on va dire, qui dispose cet article que si jamais on a un démembrement, on intègre dans la succession du défunt la totalité du bien. Donc en réalité, le démembrement n'a plus d'intérêt. Ouais. Mais pour se prévaloir de ça, il n'y a pas de difficulté. Il suffit pour Dan d'aller voir son notaire, de signer un acte de donation-partage, un acte authentique au profit de ses 2 fils pour leur donner le montant, la valeur de la nue propriété. Valeur de la nue propriété qui dépend bien sûr de l'âge de l'usufruitier. Voilà, et à ce moment-là, concomitamment, on signe un acte de donation-partage qui porte sur le montant de cette nue propriété. On achète tout de suite après, un instant de raison après, le bien immobilier dans lequel on indique que les deniers proviennent d'une donation-partage. Et dans ce cas-là, l'article 751 du Code général des impôts ne vient pas à s'appliquer et on a un démembrement. Et au décès de l'usufruitier, les nus propriétaires deviennent pleins propriétaires sans rien avoir à payer. Donc c'est un montage très intéressant fiscalement. Et ça rappelle le fait que plus on transmet son patrimoine en avance, aussi c'est évidemment essentiel, c'est très important. C'est très important de préparer et plus on transmet jeune, plus son usufruit a une valeur importante et plus donc la nue propriété, de façon corrélative, a une valeur faible et donc plus on transmet de façon avantageuse son bien.
Et on peut rappeler que la loi prévoit tous les 15 ans qu'on peut donner jusqu'à 150 000 € pour ses enfants. Alors non, 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros. C'était auparavant, voilà. Mais c'est 100 000 € tous les 15 ans. On peut donner plus. Oui. On a souvent des clients, j'ai souvent des clients qui me disent j'ai le droit de donner, mais on peut donner beaucoup plus. Simplement en franchise de droit, c'est 100 000 euros. 100 000 € tous les 15 ans. Tous les 15 ans. Et on a également un abattement pour des donations de sommes d'argent. Dans ce cas-là, c'est un abattement de 31 865 € en plus de cet abattement de 100 000 €. Voilà. Allez, on prend une dernière question de Régis. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de la création d'une SCI familiale, Société Civile Immobilière? Question vaste. Moi, je dirais que la SCI, c'est un outil qui est intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est intéressant pour la gestion d'un bien. On peut prévoir, par exemple, que le gérant, dans les statuts, le gérant a le droit de vendre un bien. Donc, c'est plus souple que, par exemple, une indivision, où là, dans ce cas-là, il convient d'obtenir l'unanimité pour vendre un bien immobilier. Donc dans la gestion, c'est intéressant d'avoir une SCI. Ça peut être aussi intéressant d'un point de vue fiscal, parce qu'on peut très bien choisir d'avoir une SCI, mais qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'IS comme on dit. Et c'est intéressant parce que lorsque la SCI est dite translucide et que donc on paye un impôt sur le revenu sur les loyers de ce bien-là, du bien qui est loué et qui appartient à une SCI, on a donc des impôts à payer. Et si on a un emprunt qui est important, il faut donc que le client décaisse le montant des impôts puisque les loyers sont absorbés par le remboursement du crédit. Alors que si jamais on achète au moyen d'une SCI qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, dans ce cas-là, on a un régime fiscal qui est tout à fait différent. La société est soumise à l'impôt sur les sociétés et on a des montants d'impôts qui sont beaucoup plus faibles. À la revente, c'est moins intéressant d'un point de vue plus-value puisqu'on n'est pas soumis à la plus-value des particuliers, mais on est soumis à l'impôt sur les sociétés, comme dans la vie de la société. Donc c'est différent, mais c'est quelque chose à regarder de façon attentive avec son notaire. Pour donner des points négatifs, il faut quand même voir qu'une SCI, ça coûte un petit peu d'argent à mettre en place et qu'on doit tenir des comptes tous les ans. C'est une obligation légale. L'administration fiscale le rappelle aux clients. L'importance du gérant. Et tout ça, voilà, et donc on a des coûts. Pour éviter les conflits. Voilà, aussi, et on a des coûts qui sont quand même de l'ordre de peut-être 1 000 ou 2 000 € par an, juste de tenir une comptabilité avec un comptable. Donc c'est des coûts, c'est un peu plus compliqué. Et un dernier inconvénient peut-être, c'est toujours un petit peu plus difficile et plus cher de se faire financer au travers d'une SCI. Les banquiers, généralement, n'appliquent pas les mêmes taux d'intérêt. Et les taux pour les SCI sont légèrement plus élevés que pour les particuliers. Donc ça peut être un petit peu plus cher, voire un petit peu plus compliqué. C'est généralement pas les mêmes comités, pas la même organisation. Ça peut prendre un peu plus de temps de financer. Donc SCI, très bien, mais bien considérer qu'on a généralement au moment du financement un peu plus de temps et bien prévoir un timing pour ne pas être pris par le temps. Il n'y a rien de pire que d'acheter un bien immobilier et d'être pris par le temps, notamment à cause du financement, donc d'être prévoyant notamment en matière de SCI. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même intéressant. Ça reste très intéressant et on passe dans beaucoup de cas par une SCI. C'est un outil IR ou IS qui est très intéressant dans beaucoup de cas. Très intéressant. Il a été un expert de choc qui était présent ici en direct sur le plateau de Figaro Immo. Ça s'est bien passé, Maître Flaubert. J'espère. En tous les cas, c'était ravi d'être avec vous et de pouvoir répondre aux questions des internautes. Je suis à votre disposition. Les notaires de la compagnie du Grand Paris sont à la disposition de nos clients. Alors, c'est un partenariat et vous reviendrez ici même? Avec plaisir. Écoutez, si vous me réinvitez, avec grand plaisir. Très bien. En attendant, n'hésitez pas, le forum sur Figaro Immobilier, n'hésitez pas, vous continuez, vous posez vos questions et puis la semaine prochaine, un autre expert sera ici en direct sur le plateau de Figaro Immo et là, on parlera de location. Voilà, encore merci Maître Flaubert. À très bientôt. À très bientôt. Bon week-end à tous et donc à bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'Immo.